Par exemple, pourquoi voit-on toujours les mêmes experts, entre guillemets, sur les plateaux de télévision ? Alors là, il y a une réponse assez simple. Pourquoi on voit toujours les mêmes experts à la télévision ? C'est parce qu'ils répondent quand on les appelle. Il y a des intellectuels, c'est qu'ils ont le temps. Bon, ils ont le temps, Platon le disait déjà, la scolée, ça veut dire à la fois le loisir et l'école. Bon, alors ce sont des hommes d'école qui peuvent prendre le temps de réfléchir, d'interroger, de réfléchir sur eux-mêmes, sur les autres, etc. Et de ce fait, ils peuvent rendre explicites des choses implicites. Béguintello, de la place pour les jeunes cerveaux, pour les jeunes cerveaux, pour les jeunes cerveaux, pour les jeunes cerveaux, pour les jeunes. Bienvenue à l'écoute de l'épisode 7 de Béguintello. Dans cette nouvelle émission, j'accueille Siloé Corvin, chercheuse en neurosciences et cognition à l'université Lyon 1. Elle a soutenu sa thèse en décembre 2023 et s'est intéressée à décrypter le code des bébés qui pleurent, comment les adultes apprennent à comprendre la douleur des nourrissons. Avec Siloé, on a parlé d'apprentissage du soin, d'empathie, de douleur, mais aussi des modèles familiaux et du langage subtil des pleurs. Un grand merci à elle de m'avoir fait confiance pour vulgariser son sujet de recherche, mais aussi au pôle culture scientifique de l'université Claude Bernard d'être à nouveau partenaire de cette émission. Bonne écoute. Bonjour Siloé. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de parler de ton travail au micro de Béguintello. Avec plaisir. Tu as soutenu ta thèse en décembre 2023. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais un petit peu te présenter et nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet de thèse ? Alors, de formation initiale, je suis kiné. J'étais diplômée comme kiné. Après, j'ai commencé à travailler en cabinet libéral principalement. Donc, je voyais souvent des patients qui avaient des douleurs et j'étais assez démunie. Ça m'a à la fois intéressée et m'est rendu un peu perplexe. J'ai eu envie de travailler sur ce sujet. Donc j'ai repris des études académiques, donc j'ai fait une licence puis un master en neurosciences et je voulais travailler sur la douleur. Pendant mon master, j'ai fait des stages dans une équipe qui travaille sur la perception de la douleur chez l'homme et ça m'a vachement intéressée et puis j'avais envie de continuer en thèse pour continuer dans la recherche. Et c'est là qu'est apparue cette opportunité de travailler sur ce sujet-là puisque c'était un projet qui était déjà en cours entre l'équipe où j'étais en stage, en master, et une autre équipe qui travaille sur les vocalisations des animaux. Et ça m'intéressait bien pour le côté assez fondamental de thématiques de recherche, vraiment comprendre un phénomène, et aussi l'aspect perception de la douleur chez l'autre. Donc je suis partie là-dessus sur cette thèse. Donc j'ai commencé début septembre 2020. Tu es en neurosciences. On a déjà eu un épisode de thèse en neurosciences, c'était l'épisode 5. Est-ce que tu peux nous réexpliquer peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, en quoi ça consiste la neuroscience ? Les neurosciences, c'est très vaste, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau humain et donc des comportements qui sont associés. C'est un pan de la biologie, mais axé sur la compréhension du cerveau et des comportements. On va s'approcher un petit peu de ton sujet un peu plus en détail. L'intitulé de ta thèse, c'est « Décrypter le langage des pleurs des bébés, comment les adultes apprennent à comprendre la douleur des nourrissons ». Ce sujet, en fait, il est assez transversal. Tu dis à la fois comment un humain qui n'a pas de possibilité de s'exprimer verbalement et de communiquer avec des mots, exprime ses inconforts et notamment la douleur, on va en revenir vu que c'est un peu au centre. Tu interroges aussi la réception des adultes qui ne parlent pas le langage des pleurs en fait, ou en tout cas qui l'ont oublié avec le temps. Qu'est-ce que c'est en fait un pleur de bébé ? Un pleur, c'est un signal vocal, une émission vocale sonore sur le temps expiratoire, qui est en fait quelque chose qu'on retrouve chez plein d'animaux. Une vocalisation, en l'occurrence, souvent associée à un aspect désagréable quand on parle du pleur du bébé. On peut le décrire par ses caractéristiques acoustiques ou par dans quel contexte c'est émis.
Mais voilà, c'est un signal sonore. Donc les pleurs, c'est donc un signal sonore et c'est vraiment comme ça que tu l'as étudié. C'est drôle de le voir comme ça. Quand on fait pas de la neuroscience, bien sûr, un pleur, c'est tout de suite quelque chose d'hyper émotionnel et tout ça. Toi, tu le décris vraiment en un vibrato, tu parles de fréquence. En fait, tu l'étudies presque comme de la musique. Ça, c'est vraiment l'aspect bioacousticien qui donne cet apport-là. En bioacoustique, et moi je l'ai appris par l'équipe dans laquelle j'étais aussi pendant ma thèse, là, donc, qui travaille sur les vocalisations d'animaux. On part vraiment de l'analyse du signal. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs de musiciens dans les bioacousticiens, mais vraiment décomposer le signal en fréquences fondamentales, harmoniques, et puis différents phénomènes acoustiques qu'on peut voir. Et ensuite, l'aspect émotionnel, c'est des informations qui peuvent être portées par ce signal acoustique, mais qui ne sont pas les seules présentes dans ce signal. On va détailler tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses en fait finalement dans un pleur. Ce qui est intéressant dans ta thèse, c'est que tout le monde pleure normalement, a priori. Ouais. Donc même si on parle là, tu as étudié spécifiquement, il me semble, les bébés de moins de 2 mois, enfin vraiment, les nourrissons, vraiment les petits. Les tout petits qui viennent vraiment de naître. On en parlera, mais on peut aussi un peu élargir tout ça avec le pleur en général. On pourra faire des parallèles avec les animaux, les mammifères. Ta thèse est intéressante là-dessus parce que notamment partir de quelque chose de très précis, mais qui finalement en fait est assez fondamental pour toutes et tous. Déjà, il y a un aspect interespèce, puisqu'on ne voit pas forcément le parallèle entre un pleur de bébé qu'on peut percevoir d'abord plus comme un signal émotionnel et puis une vocalisation de chiot ou de crocodile, alors que finalement, les questions scientifiques qui tournent autour de ces différents éléments, elles sont assez proches. Et ensuite, l'aspect émotionnel, non-verbal, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez tout le monde, puisque effectivement, tout le monde pleure, mais il y a plein d'autres éléments non-verbaux chez les adultes, de tous les petits bruits qu'on fait qui ont du sens aussi. C'est à ça qu'on s'intéresse aussi quand on fait de la bioacoustique. On élargit autour du sujet des pleurs de bébé. Tu l'as dit tout à l'heure, ce qui t'intéressait particulièrement, et c'est en fait la porte d'entrée de ta thèse, c'était vraiment la douleur. Analyser la douleur. Déjà, pourquoi vouloir analyser la douleur ? C'est intéressant. Et surtout, c'est quoi la douleur ? Comment toi, tu l'as définie en tant que neuroscientifique ? Alors la douleur, il y a une définition qui existe, donc c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou semblant associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Une définition qui date de 2020, donc c'est déjà assez récent parce que c'est hyper complexe en fait la douleur. Donc je te parlais de la douleur physiologique qu'on connaît, qui est un système d'alarme qui protège, tout ça, mais il y a d'autres types de douleurs, dont certaines douleurs qu'on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a vraiment un type de douleur, c'est on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est un peu en ayant vu des patients qui ont ce type de douleur persistante et un peu incompréhensible que ça m'a intéressé. Et après, pourquoi la douleur des bébés, c'est intéressant ? Moi, ce qui m'a frappé déjà, c'est que c'est assez récent qu'on sache que les bébés ressentent de la douleur. Quand je préparais mon manuscrit, là, je suis allée chercher des vieux articles scientifiques. Et vieux, c'est les années 70-80, quoi, donc c'est pas non plus il y a si longtemps. Où tu as vraiment des gens qui te défendent pourquoi les bébés ne ressentent pas de douleur, qu'ils ont un système nerveux immature, du coup ils ne ressentent pas de douleur, ou que comme ils n'ont pas d'expérience passée de douleur, ils n'ont pas de point de comparaison, donc ils ne ressentent pas de douleur. Et donc vraiment, dans les années 80 encore, on opérait les bébés sans anesthésie. Donc il y a des cas rapportés de chirurgie cardiaque et des trucs comme ça, enfin vraiment des gros trucs. Papier qui rapporte aussi à circoncision sans anesthésie dans les années 88, quoi. Et même, ça reste encore d'actualité, parce que même pour les prémas, en fait, on est encore dans ce type de questions actuellement. Parce que les bébés qui naissent prématurés, enfin, on sait qu'ils ont tout le câblage qu'il faut pour ressentir de la douleur à partir de 22 semaines de gestation, donc ça fait autour de 5-6 mois de grossesse. Et donc les bébés qui naissent prématurés, ils peuvent ressentir de la douleur. Mais en moyenne, ils reçoivent 14 gestes invasifs par jour quand ils sont en unité de soins intensifs. Et souvent sans anesthésie, donc c'est des prises de sang, une intubation, un truc comme ça, donc plein de gestes invasifs qui sont faits encore sans anesthésie ou pas systématiquement de l'anesthésie. La question de la douleur des prémas, nouveau-nés, nourrissons, c'est encore vraiment d'actualité, quoi. Donc avoir un outil de détection de la douleur, ça a du sens. En fait, c'est la première étape de repérer la douleur si on veut pouvoir la traiter, quoi. Et la comprendre du coup aussi. Donc t'expliquer là au niveau historique que c'est assez récent qu'on comprenne que en tout cas qu'on prenne en considération le fait que les nouveau-nés aient de la douleur. Ça me fait écho pour les personnes noires aussi dans les soins médicaux. Ça a longtemps été aussi le cas de sous-estimer leur douleur. Ouais, c'est des choses qui sont encore complètement d'actualité. Enfin, les personnes noires ou le syndrome méditerranéen ou des trucs comme ça qui sont des grosses idées reçues, des préjugés qu'on la vie dure, quoi. Donc pas à prendre en considération de la même manière leur plainte qu'une personne blanche. Tout à fait des problématiques encore d'aujourd'hui. C'est encore coriace dans le monde médical et encore aujourd'hui. Et tout à l'heure, donc t'expliquais aussi donc, que la douleur, c'est un mécanisme protecteur de survie.
C'est un signal du corps qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut le régler, en fait. Ouais, c'est essentiel. Parce qu'il y a des cas de personnes qui ne ressentent pas la douleur. Et ces personnes-là, ils ont une espérance de vie qui est très réduite. Ça existe, les gens qui ne ressentent pas de douleur. L'analgésie congénitale, donc c'est une maladie, c'est lié à une mutation génétique. Donc c'est des personnes qui ne ressentent pas de douleur. Ils se brûlent sans se rendre compte. Enfin, ce qui les alerte, c'est l'odeur de la peau grillée. Ils peuvent se faire des fractures sans s'en rendre compte. Du coup, en général, ils ont des comportements beaucoup plus à risque aussi, puisque donc, ils n'ont pas ce mécanisme d'alerte. Et donc, ils ont en général une espérance de vie qui est réduite par rapport à une personne sans cette pathologie. C'est vraiment essentiel pour notre bon fonctionnement. Et la douleur, pour la soigner, il faut pouvoir l'exprimer, ce qui n'est pas le cas. Donc, je reviens sur les nouveau-nés. C'est aussi pas le cas, tu l'expliques dans ta thèse, pour d'autres personnes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les animaux notamment. Aujourd'hui, les preuves de perception de la douleur, donc tu le disais, sont dès la vie fœtale, vers 22 semaines de gestation. Quels éléments physiologiques et ou comportementaux permettent d'évaluer la douleur ? Parce que ressentir une douleur, c'est une chose, l'évaluer pour le personnel médical ou même pour soi, c'est encore peut-être un peu plus subjectif. Comment on fait et quels éléments on prend en considération ? C'est vraiment une question essentielle. La façon classique de faire quand on s'adresse à quelqu'un qui peut verbaliser, on appelle ça l'auto-évaluation. Ça veut dire qu'on demande à la personne de rapporter ce qu'il ressent. Que ça va être des questions typiquement de 0 à 10. Si 0 c'est pas de douleur, 10 c'est le maximum imaginable. Ou est-ce que vous cotez votre douleur ou de pas du tout, moyennement douloureux, très douloureux. Donc ça c'est quand on peut verbaliser. Et ça s'appelle l'auto-évaluation. Et quand c'est pas le cas, on parle d'hétéro-évaluation. Donc on va utiliser des moyens détournés. C'est pas la personne qui va rapporter directement sa douleur. Et donc là, en général, on regarde tout un faisceau de choses différentes. Pour les bébés, en général, les échelles de cotation de la douleur, ça prend en compte les expressions du visage, la façon dont il bouge, son comportement aussi, comment il interagit avec le monde extérieur, avec ses parents. Souvent, dans les échelles d'hétéro-évaluation, il y a aussi est-ce qu'il pleure ou pas. Donc c'est vraiment prendre tout un faisceau d'éléments pour évaluer si on pense que la personne ressent de la douleur. Ça reste indirect. Donc beaucoup d'observations finalement. Ouais. Y'a des bébés partout, un rond partout, y'a des bébés partout. Les bruns, les blonds, les roux, y'a tout des baby, it's baby boom, boom, badaboom. Y'a des bébés partout, un rond partout, y'a des bébés partout. Y'en a même chez nous qui sourit, qui rit, qui crie, guéri, papa, y'a pas, vite, baby, pipi, caca, coco, changer toute la journée, vite, bébé, va renverser, papa, maman, t'as nettoyé, vite, baby, toucher, je joue tout minou, tout bouiller, vite, bébé, va tomber, papa, maman, mais qu'est bobo, faut consoler. Y'a des bébés partout, un rond partout, y'a des bébés partout. Les blonds, les roux, les tout petits, des baby, it's baby boom, badaboom. Y'a des bébés partout, un bourron dans tous les bébés partout. Y'en a même deux chez nous qui sourient, qui rient, qui crient, guéri, papa, y'a papa, On va maintenant un peu s'intéresser plus aux pleurs. Les pleurs, c'est donc une interaction, tu expliques dans ta thèse, une interaction complexe du système central nerveux, du système respiratoire et de divers muscles. Est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce qui se passe quand on pleure dans notre corps ? Donc pour un bébé qui pleure, c'est en fait le système de production du son. On a donc de l'air qui passe, donc qui vient des poumons, de l'air qui passe et qui va passer au niveau des cordes vocales. Et donc ça va faire vibrer les cordes vocales. Et c'est la vibration des cordes vocales qui produit un son. On appelle ça la fréquence fondamentale, donc selon qu'elle vibre plus ou moins vite, c'est ça qui va faire que le son va être plus ou moins grave ou aigu. C'est comme quand on parle de musique. Et ensuite, le son des cordes vocales, il passe dans les voies supérieures, et puis dans la bouche, entre autres. Et donc là, toute la forme de ce conduit, ça va moduler le son qu'on entend. Donc ça, c'est aussi des paramètres acoustiques. Donc l'ensemble du passage de l'air des poumons à l'extérieur de la bouche, il y a plusieurs éléments sur le chemin qui se trouvent là, qui vont faire qu'on va entendre tel ou tel son.
Ok, donc ça passe par l'air, le larynx, les cordes vocales. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux, parce que tu es quand même en neurosciences? Tu parles beaucoup du nerf vague. Déjà, c'est quoi le nerf vague? Nerf vague, c'est un des nerfs crâniens, donc qui est très lié au système végétatif, donc qui contrôle toutes les fonctions. Système végétatif, c'est pas typiquement la respiration, le rythme cardiaque, la sudation, enfin toutes ces fonctions qu'on n'a pas le contrôle volontaire. Mais en fait, le système nerveux, il est impliqué, parce que c'est ça qui va être la commande des muscles qu'on trouve sur ce trajet-là. C'est le système nerveux qui va faire que les cordes vocales vont être plus ou moins tendues, que les muscles dans tout le passage vont être plus ou moins resserrés. Et donc ça va moduler la forme du conduit et donc moduler le son qui passe. Donc les pleurs sont produits par toutes ces interactions, système central nerveux, etc. Le pleur le plus connu chez les bébés, c'est le pleur de naissance, qui permet de vraiment faire une transition entre la vie fœtale et la vie extra-utérine. Qu'est-ce que des pleurs anormaux et qu'est-ce que des pleurs normaux? Comment on définit ça? Ça, c'est assez complexe et je pense qu'on n'a pas une réponse définitive encore à cette question-là. En général, dans ces études qui s'intéressent aux pleurs normaux, pleurs anormaux, on s'intéresse aux différents paramètres acoustiques, typiquement la fréquence fondamentale, avec l'idée que si cette fréquence fondamentale elle n'est pas dans les fréquences habituelles, c'est qu'on doit avoir une anomalie quelque part dans tout le système de commande, enfin à la fois le système anatomique, donc tout ce passage, cordes vocales et puis voix supérieure, et le système de commande nerveux. Donc on se dit, si le pleur sonne pas comme un pleur comme d'habitude, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ça, c'est rapporté dans des pathologies neurologiques, mais c'est des études qui sont assez vieilles sur ces questions-là. Ça reprend maintenant, il y a des études qui sont en train de se mettre en place sur ces questions-là. Et c'est aussi avancé comme potentiel prédicteur de mort subite du nourrisson. Les papiers qui s'intéressent à ça pour les pleurs, c'est assez vieux et je pense que c'est assez partiel comme preuve, mais ce qu'ils avancent, c'est que certains types de pleurs anormaux pourraient être un peu des signaux d'alerte que c'est un bébé à risque de mort subite. Et ça, après, maintenant, on sait assez bien ce qu'il faut faire en prévention. C'est principalement des consignes sur le couchage du bébé, la façon de gérer les coussins, tout ça, enfin de mettre le bébé sur le dos, des trucs comme ça. Donc ça revient des sujets d'intérêt, mais ça pourrait être un peu un signal d'alerte de faire particulièrement attention pour certains bébés. En tout cas, les pleurs, c'est des signaux de communication non-verbaux, on l'a dit, conçus pour attirer l'attention et pour qu'on s'occupe de nous. L'espèce humaine est particulière là-dessus. Tu l'as un petit peu comparé avec les animaux, mais nous, quand on n'est pas du tout fini et on est très très vulnérable. Tu expliques que les pleurs qui sont ces signaux de communication, ils donnent beaucoup d'informations aussi sur l'identité, des caractéristiques anatomiques et morphologiques de l'appareil vocal. On a tous et toutes une signature vocale. En fait, c'est vraiment la même chose que quand on est adulte, on a des voix différentes et on est capable de reconnaître à la voix qui c'est. Enfin, si c'est une personne qu'on connaît, on sait qui c'est. Et donc, les bébés, ils ont aussi leur voix différente avec chacun leur façon de pleurer. Et ça va être des dynamiques un peu différentes ou des hauteurs différentes. Comme des gens qui ont la voix grave et d'autres qui ont la voix aiguë, il y a des bébés qui pleurent grave et des bébés qui pleurent aigus. Et ça, c'est des caractéristiques individuelles du bébé qui sont assez stables au cours de la vie. Et tu expliques aussi donc qu'il y a plusieurs types de pleurs. Il y a les pleurs distincts et les pleurs de signal gradué, si je ne me trompe pas. Et tu parles d'une expérience qui s'appelle l'expérience du langage du bébé de Stan. En fait, c'est deux conceptions des pleurs qui s'opposent. Le fait d'avoir soit des pleurs distincts, donc ça c'est ce que défend le langage bébé Dunstan, soit que ça soit un signal gradué. Et en fait, l'histoire là de Dunstan Baby Language, c'est une femme aux États-Unis, donc elle présente ça comme quoi elle a des enfants et elle a l'oreille absolue. Et donc elle défend que comme elle a l'oreille absolue, elle a su comprendre les pleurs de son bébé. En fait, ce qu'elle défend, c'est que des types de pleurs différents associés à des contextes distincts, défendre qu'il y a des syllabes différentes de pleurs associées à des contextes précis et que c'est un langage universel, donc on retrouve chez tous les bébés. L'aspect qui m'énerve là-dedans, c'est que, bien sûr, elle a un livre, elle a une méthode qu'elle vend et tout ça. Elle est hyper célèbre aux États-Unis, elle est passée dans l'émission de Oprah. On vend ça comme une méthode scientifique qui est appuyée sur des études. Et quand on cherche les études, elles n'existent pas. Donc en fait, c'est basé surtout sur son expérience personnelle et le fait qu'elle défend par son expérience à la fois de maman et de l'oreille absolue cette conception des pleurs. Nous, on a essayé un peu de reproduire ça au labo avec des pleurs de contextes différents. On avait isolé 3 contextes, des pleurs de faim, où en fait ça s'arrête quand le bébé mange, donc ça c'est facile à comprendre.
des pleurs qu'on a appelés d'isolement, mais qui s'arrêtent en fait quand le bébé est pris dans les bras, donc qui a besoin d'attention, et des pleurs d'inconfort, et là c'était un peu large, soit il a besoin qu'on change sa couche, ou il a froid, ou il a chaud, enfin voilà, un petit inconfort. Et donc on avait vraiment plein de pleurs de ces 3 contextes-là, et on a regardé à la fois au niveau acoustique s'il y avait des différences, on n'a rien trouvé, on a regardé si c'était possible de les reconnaître, on n'a pas trouvé non plus. Avec cette grosse banque de pleurs, on n'a jamais réussi à reproduire ce qui était avancé par le Dunstan Baby Language. Donc on est assez sceptique sur... quand je dis on, c'est l'équipe de recherche qui travaille là-dessus, mais on est assez sceptique sur cette conception de langage universel. Donc toi et ton équipe de recherche, vous êtes plutôt partisans du signal gradué. Ouais, c'est que ce signal va être modifié plus ou moins selon ce qu'il ressent, mais qu'il va pas y avoir une transition brusque entre pleurs de faim et pleurs de douleur. Enfin, ça va être le même type de signal avec des choses qui sont plus marquées dans une situation que dans l'autre. En tout cas, c'est pas des types distincts. Donc gradué dans le sens où c'est en fonction aussi de l'intensité, peut-être de l'inconfort, de la gêne ou de la douleur, et pas en fonction des situations. Ouais. Tu as étudié aussi l'interaction entre l'information statique et dynamique, donc c'est un petit peu technique, mais ce qui était intéressant dans cette partie, c'est que tu fais un parallèle avec les bonobos et les cerfs rouges, et ça parle encore une fois de cette histoire de signature vocale. Et la terminologie information statique, information dynamique, c'est quelque chose qui vient vraiment du monde de la bioacoustique, quand on s'intéresse aux vocalisations. Information statique, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'individu. C'est la voix grave, la voix aiguë, qui caractérise toi ce que tu peux émettre comme son. Et information dynamique, c'est lié au contexte que tu ressens. Et donc là, s'intéresser aux interactions entre ces 2 types d'informations, c'est se dire, typiquement, est-ce qu'on garde la même voix dans différents contextes ? Est-ce qu'on garde la même voix quand on parle entre amis ou pour un speech professionnel, ou est-ce qu'on est aussi capable de reconnaître qui c'est sur un rire ou un grognement ? Enfin, c'est est-ce que la signature individuelle, elle est stable dans différents contextes ? Ou est-ce qu'au contraire, l'information contexte prend complètement le pas dessus ? Dans le cas des bébés, enfin, dans ce qui nous intéresse, c'est est-ce que l'information douleur que le bébé ressent gomme l'information individuelle. Dans ce cas-là, on n'est plus capable de reconnaître quel bébé pleure, ou est-ce que ça cohabite et on peut avoir les 2 types d'informations en même temps. C'est des questions qui ont été abordées chez le cerf, chez le bonobo, chez les vaches aussi, je crois, chez certains oiseaux aussi, qui sont très étudiés en bioacoustique. Donc voilà, chez d'autres espèces, ça a été étudié, mais chez le bébé, pas encore. Le résultat, c'est que dans les pleurs de douleur, les informations individuelles sont très réduites par rapport aux autres pleurs. Il reste quelques informations sur quel bébé pleure, mais elle est quand même très perturbée par l'information douleur. Donc il y a une compétition entre ces 2 types d'informations. C'est intéressant parce que ça permet de dire qu'il ne faut pas faire de généralité. Et ça fait une belle transition sur la suite de ton travail. On vient d'un petit peu décrire le signal, comment il se fait, la signature vocale, le contexte, le rôle du contexte dans tout ça. Mais la définition même d'un signal, tu l'écris, j'invente pas, implique d'être reçu et interprété par quelqu'un. Et ça, c'est vraiment la 2e partie de ta thèse, c'est sur la réception de ce signal. Donc comment on le perçoit, enfin, ce qui permet d'agir en fait dessus. Tu as étudié plusieurs personnes, les mères, les pères, traditionnels, classiques, mais tu as aussi étudié les soignants, les personnes qui sont habituées et qui ont une certaine expérience avec les nouveau-nés. Donc on imagine les sages-femmes, les pédiatres, etc. Ce qui est drôle au tout début de cette partie, c'est que tu parles en fait que devenir parent, ça implique des changements neuronaux et physiologiques. Alors pareil, j'ai été hyper étonnée par toutes ces analyses. On va commencer par la mère, en tout cas la personne qui porte l'enfant. Donc tu expliques qu'elle a des changements hormonaux dès le début de la grossesse, ça c'est assez connu, en général les gens le savent. Ce qui est hyper central là-dedans, et c'est le côté neuroscientifique qui joue là-dessus, c'est le rôle de l'ocytocine. Comment ça se produit, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, et dans le contexte notamment de l'arrivée d'un enfant. Alors l'ocytocine, c'est une hormone qui est produite dans le cerveau, et c'est l'hormone de l'attachement. Enfin, c'est comme ça qu'elle est décrite le plus souvent. Et elle est impliquée dans tous les processus d'attachement, pas seulement mère-enfant, mais dans les attachements amicaux, amoureux et familiaux. En fait, c'est produit dans ces situations agréables avec quelqu'un. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir envie de recommencer et puis être attaché petit à petit à la personne. Et ça, dans le contexte de mère-enfant, l'ocytocine s'est produit massivement au moment de l'accouchement et pendant l'allaitement aussi. On sait qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont plus sensibles à l'ocytocine, qui sont en lien avec justement ces changements morphologiques du cerveau qu'il peut y avoir pendant la grossesse et puis après quand on devient parent pour la maman. Comment elle est produite ? C'est quoi le cheminement de l'ocytocine dans notre corps ? C'est produit par des cellules du cerveau et ça va agir, pour ce qui nous intéresse, sur d'autres cellules du cerveau via des récepteurs spécifiques à l'ocytocine.
Donc là, les changements morphologiques dans le cerveau ont lieu avec cette ocytocine, notamment la personne qui porte l'enfant. Donc pendant une grossesse, tu le disais aussi, l'allaitement, etc. Il y a un truc qui m'a un peu marqué. Chez la mère, le volume de la matière grise est réduite avec cette action de l'ocytocine pour préparer au stress et à la douleur de l'accouchement. Enfin, c'est des choses que j'ai lues dans d'autres études. Déjà, pour les faits, donc c'est des études qui ont regardé l'évolution de la taille du cerveau pendant la grossesse. Et effectivement, c'est plutôt vers une diminution de certaines zones du cerveau. Et l'explication qu'ils avancent, c'est que c'est un peu pour revenir vers un cerveau plus primaire qui permettrait d'endurer justement la douleur et le stress de l'accouchement. Moi, ça me fait un peu à ce que me disent des copines parfois en me disant j'arrive pas à réfléchir, enfin des copines enceintes ou jeunes mamans qui arrivent pas à réfléchir, enfin qu'elles se sentent vraiment amoindries dans leur capacité cognitive. En fait, il y a vraiment une réallocation des ressources vraiment vers l'accouchement, le soin du nourrisson, au détriment de fonctions cognitives plus élaborées, quoi. Parlons un peu des pères. Quand tu parles de ça dans ta thèse, tu commences par dire que l'investissement est important dans d'autres espèces. Il n'y a pas que chez les humains. D'ailleurs, on en reparlera, mais c'est assez récent que les pères soient aussi investis dans l'arrivée d'un enfant. Tu parles aussi des oiseaux, des poissons, mais quand même, les pères sont globalement moins impliqués chez les mammifères. C'est retrouvé dans quelques espèces, 3 à 5% des mammifères. Donc c'est extrêmement rare, en fait, ça reste quand même principalement la mère qui a avorté les enfants qui est impliquée dans tous les soins à partir de la naissance. Il y a quelques espèces, il y a des petits rongeurs en particulier qui ont des soins coparentaux, mais ça reste assez rare dans le monde animal quand même. Nous, les humains, on est différents. En plus, on est une espèce donc très sociale, avec une organisation particulière. Les pères, ils n'ont pas de bouleversement physiologique de grossesse, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas enceintes. Ils ont quand même des bouleversements pendant la grossesse du partenaire. Voilà, c'est assez marrant. C'est ça qui est très rigolo. Tu l'expliques, il y a des changements hormonaux et neuronaux avec le simple contact avec la mère. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Parce que c'est hyper intéressant de voir on peut moduler en fait nos hormones et nos fonctionnements en contact les uns avec les autres. Ça, c'est une étude qui s'est intéressée justement aux pères pendant la grossesse de leur partenaire et qui s'est intéressée principalement à la testostérone. Et en fait, ils ont mis en évidence une diminution de la testostérone pendant la grossesse de la partenaire. Et la testostérone, on sait que c'est associé à pas mal de caractères sexuels secondaires, enfin souvent associé à l'impulsivité, le fait d'être dominant. Mais ce qui est avancé par du coup les gens qui ont fait cette étude, c'est qu'il y a un changement de profil d'aller vers un mâle qui cherche à se reproduire avant, à ensuite aller vers quelque chose de plus dans le soin et moins dans la compétition justement pour la reproduction. Ce que tu dis aussi dans ton travail, c'est que si le père est très présent pendant la grossesse et au premier mois de la vie de l'enfant, finalement, il a exactement le même niveau hormonal que la mère. Et donc, du coup, ces variations-là, elles sont possibles en prenant soin de la mère et de l'enfant. Transmis. Être femme pour toi, ça veut dire quoi? Suivre ma voix, V-O-I-E, suivre ma voix, V-O-I-X. Enfant ou parent, c'est pas si différent. Petit côté grand, grand côté petit. Est-ce que tu vois bien ce que je vois? Ton regard est mon miroir. Aimer corps ou aimer tout mou. C'est ça ou qu'à senti qui vont pas. L'instinct. Être mère pour toi, ça veut dire quoi? Tiens, je n'y avais jamais pensé. J'ai simplement fait. Être femme pour toi, ça veut dire quoi? Suivre ma voix, V-O-I-E, suivre ma voix, V-O-I-X. Est-ce que ça s'apprend de devenir maman? Mon cher, le question. Fais vous-même, ok, ouais. Est-ce que tu vois bien ce que je vois? Tu me le rends tellement en étant mon enfant.
parce qu'on vivait toutes les deux, on jouait, on chantait, on faisait plein de trucs. Tout ce que je pourrais faire pour éliminer plein les obstacles de la vie, elle pète sa gueule, elle m'appelle, on parle et puis c'est fini, on pense les blessures. Instaurer cette communication depuis toute petite. Maman, j'ai fait une bêtise, mais si je te dis, tu vas être fâché sur moi. Un mec en ou un mec tout mou, il joint, c'est ça ou qu'à senti qui m'en va. Avec ce qu'on vient de dire, imaginons 2 hommes élèvent un enfant. Qu'est-ce qui se passe hormonalement chez eux ? Il y a quelques études qui se sont intéressées à ça. J'adore ces études. Donc, ils se sont intéressés à des couples homoparentaux d'hommes qui ont eu recours à la gestation pour autrui, qui sont pères d'un bébé depuis sa naissance, quoi, ils l'ont adopté vraiment J0 de la naissance. Et donc, c'est des études qui se sont intéressées au fonctionnement du cerveau en comparant avec des mamans hétéros et des papas hétéros. Et les papas homos, ils avaient des caractéristiques à la fois des mamans hétéros et des papas homos. Ça montre qu'il y a des caractéristiques qui sont sûrement liées au sexe, donc masculin ou féminin, donc via des différences biologiques qu'on connaît, hormonales, tout ça. Mais il y a aussi des différences sociales, sûrement liées au type de contact qu'on établit avec son enfant. Là, maintenant, les pères sont souvent plus impliqués dans les soins, mais on reste en général sur une répartition assez genrée et stéréotypée des rôles, avec une maman qui va plus être dans les soins, dans les câlins, dans le pot à pot, et les papas plus dans le jeu, pas tout à fait les mêmes moments, les mêmes types d'interactions. C'est stéréotypé, hein, bien sûr, c'est des généralités, mais c'est grands profils qui se dégagent. Alors que des papas homos, on aura moins cette répartition stéréotypée des rôles. Ça se voit aussi dans l'activité cérébrale et dans les comportements. Donc ce travail, ça s'intéresse à l'homoparentalité, bien sûr, mais aussi justement à éclaircir dans les différences entre hommes et femmes qu'est-ce qui est des différences biologiques, des différences sociales. Les résultats disent qu'il y a une part des deux. Oui, le contexte, la relation avec l'enfant, en fait, influence nos hormones, influence notre système cérébral, et ça, c'est finalement très important aussi. Comme toujours dans des études comme ça, on peut jamais dire si c'est le comportement qui influence les hormones et le cerveau, ou l'inverse, ou que c'est une interaction. Enfin, en tout cas, c'est corrélé. On observe l'un avec l'autre, mais la causalité est plus difficile à mettre en évidence. Maintenant qu'on a un petit peu évoqué les parents officiels, c'est les personnes qui reconnaissent l'enfant juridiquement, etc. Il y a aussi les non-parents. Donc tu expliques que les bébés humains sont, donc on l'a dit tout à l'heure, très immatures à la naissance. C'est-à-dire que très concrètement, ils ont 25% de l'équivalent du cerveau adulte. Pour comparer avec d'autres animaux, tu as mis les chiffres des chimpanzés, où les bébés donc chimpanzés ont 40% de l'équivalent d'un cerveau adulte. Et pour les macacas, qui est donc une espèce de singe, j'imagine, on est à 70%, donc on est vraiment 25%, c'est vraiment tout un minimum. C'est pour pouvoir sortir à l'accouchement. Voilà. Sinon on a une trop grosse tête, ça ne peut plus sortir. En tout cas, un bébé humain, quand il naît, il a besoin de beaucoup de soins, parce que lui-même, donc on l'a dit, ne peut pas prendre soin de lui tout seul. C'est là qu'on fait appel à ce que tu appelles l'alloparentalité dans ton travail. Qu'est-ce qui se passe en termes, on le disait tout à l'heure, sur l'ocytocine, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Alloparents, ça se réfère à toutes les personnes qui vont prendre soin de l'enfant, mais qui ne sont pas les parents biologiques. Du coup, ça peut être plein de personnes différentes. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les grands-parents, ça peut être les beaux-parents ou la voisine. Enfin, tout ça, toutes ces personnes-là, c'est des alloparents. Il y a beaucoup moins d'études qui s'intéressent aux alloparents qu'aux parents. Mais on voit quand même des différences hormonales et qui peuvent se rapprocher de ce qu'on voit chez des parents. Principalement, ce qui ressort en général ces études-là, c'est que les personnes qui sont engagées dans le soin aux nourrissons, elles développent des capacités liées à des changements hormonaux et cérébraux qui sont assez similaires à des parents. Ça met en avant la notion d'expertise, d'expérience, de temps passé, qui est aussi important, enfin en tout cas qui est très important.
Ouais, ça c'est vraiment le centre de ton travail. Tu parles vraiment de ça, du fait que l'expérience avec un nouveau-né, finalement, c'est ça qui prime. T'évoques même le babysitting, par exemple. Des personnes qui ont fait du babysitting plus jeunes, au niveau hormonal et au niveau cérébral, plus de facilité à prendre soin d'un bébé, reconnaîtront mieux les signes des pleurs. Et ça, c'est étonnant de se dire que cette expérience-là, elle est ancrée après dans notre cerveau. Mais c'est étonnant et en même temps, je trouve pas tant non plus. Imagine, tu fais du basket, tu commences le basket, tu sais pas faire, enfin ça va venir en le faisant. Et puis si t'as fait du basket quand t'étais petit, à 30 ans, tu sauras mieux faire du basket, même si ça fait 20 ans que t'en as pas fait, que quelqu'un qui en a jamais fait. Il y a plein d'activités qui viennent avec l'expérience. L'aspect important, c'est que c'est pas inné, ça s'apprend en le faisant. Et ce qui est super important, c'est le rôle de l'empathie. Tu donnes une définition qui est la sensation de reconnaître l'expérience d'une autre personne avec des composantes cognitives, affectives et comportementales. Elle est centrale dans le soin donné au bébé, mais elle est centrale aussi dans la vie en société. Comment, toi, avec ta casquette de neuroscientifique, tu expliques l'empathie, tu la décris? L'empathie, c'est la capacité à comprendre et se représenter les émotions d'autrui. Moi, je m'intéresse principalement à l'empathie et à la douleur, enfin on se refait pas, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le soin, puisque c'est ça qui va être, en tant que soignant, tu es confronté à des personnes qui ont mal, donc tu as besoin de pouvoir te représenter ce qu'elles éprouvent sans non plus, on la distingue pas mal de la sympathie ou de la compassion, s'il ne s'agit pas de ressentir ce que la personne ressent, mais d'être capable de comprendre ce que la personne ressent. Donc ça, c'est essentiel dans le soin. Sur le côté neurosciences, c'est aussi étudier l'empathie à la douleur. Typiquement, on compare à la douleur qu'on ressent soi-même, pour essayer de chercher les points communs et les différences entre de la douleur physique qu'on ressent soi-même et de l'empathie pour quelqu'un qui souffre. Et ça, parce que dans la douleur, donc quand on était sur la définition, on dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Donc il y a un aspect sensoriel qui est vraiment basique de la perception douloureuse, qui ressemble assez au toucher, quoi. Donc ça met en jeu des récepteurs, le message est transmis jusqu'au cerveau. Donc il y a des zones du cerveau qui sont dédiées à la réception de cette information sensorielle. Et puis il y a des aspects émotionnels aussi, affectifs, attentionnels, de mémoire aussi, donc qui sont mis en jeu là-dessus. Et donc ça, c'est d'autres aires du cerveau qui sont impliquées. C'est principalement l'insula postérieure, donc c'est une petite partie du cerveau. Et pour l'aspect émotionnel, les stars, c'est insula antérieure et cortex singulaire antérieur. Voilà, c'est des termes techniques, c'est ceux qu'on retrouve, les marqueurs les plus caractéristiques. Ça, c'est des zones dans le cerveau. Des zones du cerveau, des zones du cerveau assez profondes. Et ces zones-là, dédiées au traitement émotionnel de la douleur, et on les retrouve aussi quand on ressent de l'empathie pour la douleur de quelqu'un d'autre. Ce qui ressort de manière très stable dans toutes les études qui s'intéressent à ça, c'est qu'on n'a pas d'aspect sensoriel, ça paraît logique puisqu'on n'éprouve pas soi-même la sensation de douleur, mais on retrouve l'aspect émotionnel quand on se représente et qu'on est face à la douleur de quelqu'un d'autre. Dans l'empathie, on décrit souvent deux composantes principales, une composante plus émotionnelle, donc c'est le fait d'être un peu en résonance avec la personne, ou une composante plus cognitive, le fait d'intellectualiser ce que la personne va ressentir en face. Et de manière très schématique, on décrit souvent plus d'empathie émotionnelle chez les femmes et plus d'empathie cognitive chez les hommes. L'ocytocine va venir sensibiliser des aires du cerveau qui sont dédiées à l'empathie. Et qui peuvent être mis en question, notamment quand on parle de professionnels soignants, de toutes les personnes qui font du métier du care, hommes et femmes et autres personnes confondues, peu importe. Tu parles de soins empathiques. Quand les personnels soignants donnent des soins empathiques, c'est-à-dire qu'ils ont de l'empathie pour leurs patients et leurs patientes, tu as un effet bénéfique pour les patients, c'est-à-dire que au niveau du diagnostic, il est plus précis, les résultats médicaux sont meilleurs et il y a une meilleure adhésion au traitement de la part des patients. En fait, là, on a des choses assez contradictoires qui sont remontées. À la fois, ça peut être lié à de satisfaction dans sa posture de soignant, plus de sentiment d'être efficace, de se sentir plus performant. Mais ça peut être aussi associé à un plus grand risque de burn-out ou d'épuisement, de fatigue. C'est encore pas si clair comment optimiser l'empathie pour que ça soit bénéfique à la fois pour les soignants et les patients. Enfin, en tout cas, pour les patients, c'est souvent perçu de manière bénéfique. C'est jamais tout blanc ou noir parce que ça peut être aussi parfois, selon comment l'empathie est amenée et gérée dans le soin, ça peut être aussi toujours se focaliser sur la douleur, ou selon comment c'est géré. Et dans ce cas, ça peut être aussi négatif de tout le temps remettre sur le tapis et revenir sur la douleur, parce que c'est qu'aussi, dès qu'on porte attention, ça va plutôt augmenter la douleur. Globalement, c'est plutôt positif, mais avec quand même un point d'attention, quoi. D'avoir la bonne posture de soignant, c'est complexe aussi, quoi. Ton travail, il est ponctué de beaucoup d'expériences que tu as faites et de données que tu as récoltées, un mélange un peu des deux.
Tu as fait plusieurs expériences, mais la plupart de celles que tu as fait sont des expériences donc psychoacoustiques, ça veut dire avec des enregistrements de pleurs et avec des IRM. Il me semble que c'est principalement sur des bébés de moins de 2 mois. Dans 2 contextes différents, le déshabillage et le bain, où souvent ils pleurent parce qu'ils sont gênés. Et ce contexte-là, c'est donc à la maison, dans un endroit qu'ils connaissent, avec leurs parents, dans un contexte familier en tout cas. Et un deuxième contexte qui est dans la vaccination qu'on fait au tout début de la vie des bébés, les vaccinations obligatoires, qui ont lieu chez le médecin, donc dans un contexte moins familier. Effectivement, c'est des expériences qu'on appelle de psychoacoustique. Psychoacoustique, ça veut dire en fait faire passer des sons et puis demander ce qu'ils en ont compris. Moi, j'ai utilisé vraiment une banque de pleurs, donc plein de pleurs qui avaient été enregistrés. L'idée, c'était d'avoir 2 contextes qu'on connaît bien et qui sont assez similaires entre les enfants. L'épisode de vaccination qui se fait à 2 mois chez le pédiatre, donc c'est les vaccinations obligatoires en France. Et pendant ces vaccinations, du coup, on sait qu'on a une petite lésion de la peau à ce moment-là, puisqu'on a du coup l'injection, la seringue qui va injecter, l'injection du liquide du vaccin. Donc ça, on appelle ça la nociception, donc c'est la partie sensorielle de la douleur. Donc on sait que le bébé, il ressent cette partie sensorielle de la douleur. Donc ça nous fait un bon modèle de pleurs de douleur. L'idée du bain, c'est d'avoir un contexte à nouveau standardisé entre les enfants, et donc ils sont enregistrés au moment du bain, donc quand ils sont déshabillés, mis dans le bain, rhabillés. Donc là, on sait qu'il n'y a pas de nociception, il n'y a pas de douleur sensorielle. C'est un moment où ils pleurent, parce que c'est un peu désagréable, parce que c'est froid, parce qu'on les manipule, tout ça. Et l'idée, c'était d'avoir des contextes les plus standardisés entre les enfants pour contrôler nos conditions expérimentales. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Alors maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites du vol avec les gens qui ont du bol. Maintenant je fais du musical. Je suis mal à la scène et mal en vue. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. On l'a dit, c'est essentiel pour donner des soins à ces bébés qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Pour rappel, les pleurs des bébés permettent une identité individuelle, l'information statique dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi des fois de reconnaître que c'est son bébé qui pleure et pas celui du voisin, quoi. Et aussi donc l'état émotionnel et psychologique, ça c'est les informations dynamiques de l'enfant pour attribuer le soin le plus adapté à la situation. Ok, une fois que ça c'est dit, donc les pleurs de douleur, est-ce qu'ils sont universels ? Est-ce que tous les pleurs de douleur se ressemblent au niveau acoustique ? Donc ça, plutôt oui. Et ils sont caractérisés par ce qu'on appelle des phénomènes acoustiques non linéaires, pour s'opposer à un son plus tonal, où on a vraiment une fréquence fondamentale et des harmoniques. Et c'est comme la voix, principalement, en général, on a une émission qui est assez tonale. Quand c'est des pleurs de douleur, on va avoir d'autres paramètres acoustiques assez chaotiques et qui sont assez caractéristiques de la douleur dans les pleurs, donc qui distinguent vraiment les pleurs de douleur dans notre contexte de vaccination. Et ensuite, on s'est intéressé aussi à la perception de ces informations par les adultes. Et ça, ce qu'on a vu, c'est que c'est possible d'identifier cette information de douleur dans les pleurs, mais c'est pas possible pour tout le monde. En fait, il y a besoin de connaître un peu les bébés pour y arriver. Et ça, les parents qui ont des enfants petits, ils y arrivent très bien. Et ils y arrivent très bien même si c'est pas leur bébé. Donc ça rejoint un peu le caractère universel. Ils sont pas spécialistes uniquement des pleurs de leur bébé. Par contre, des gens qui n'ont aucune expérience avec les bébés, et donc aucune expérience, même pas un peu de babysitting ou quoi, eux, ils y arrivent pas du tout. Universel aussi dans la reconnaissance, mais conditionné quand même au fait d'avoir de l'expérience avec les nourrissons. Oui, le rôle de l'expérience est central.
Et ça fait sens d'un point de vue de la survie, tu l'expliques dans ton travail. Il faut favoriser la communication d'urgence dans un contexte de détresse. La nature coopérative de l'espèce humaine en dépend finalement. Et comme on a cette nature coopérative qui nous a permis de survivre jusqu'à présent, ça augmente les chances d'être secouru par tout soignant potentiel. C'est-à-dire qu'un bébé qui pleure parce qu'il a mal, en pleurant, il peut alerter tout un tas d'humains autour de lui qui vont comprendre qu'il a mal et qui vont agir en conséquence pour l'aider. T'as fait une deuxième expérience, qui est l'expérience de soins au bébé, en te demandant si la familiarité permet-elle de meilleures capacités des aidants à identifier la douleur des pleurs. Donc c'est des questions qu'on a un peu abordées là déjà dans la partie universalité. Est-ce qu'il est nécessaire de connaître le bébé pour pouvoir reconnaître sa douleur ? Comme les bébés pleurent un peu tous de la même manière quand ils pleurent de douleur, c'est possible de reconnaître la douleur même pour un bébé qu'on ne connaît pas. Par contre, ce qu'on a vu aussi dans cette étude-là, c'est que pour des personnes qui ont une expérience un peu plus modérée, enfin une petite expérience, soit des personnes qui avaient fait un peu de babysitting avant, des parents mais dont les enfants sont grands, ils y arrivent, mais ils y arrivent mieux s'ils connaissent le bébé. Ce qu'on faisait, c'est que je créais une familiarisation artificielle avec les pleurs d'un bébé, où ils écoutaient un bébé, je leur disais, c'est votre bébé de l'expérience, vous devez apprendre à le reconnaître. Donc ça, ils écoutaient plusieurs pleurs de cet enfant, et ensuite ils écoutaient des pleurs d'inconfort et de douleur, et ils devaient dire s'ils pensaient que c'était de la douleur ou pas. Pour leur bébé de l'expérience et puis pour d'autres bébés. Et ils y arrivaient mieux pour leur bébé de l'expérience. Donc ça montre aussi que ça facilite quand même le fait d'avoir un peu un repère de comment ce bébé pleure, donc un peu son répertoire vocal de pleurs, ça facilite la reconnaissance de la douleur. Et dans cette expérience-là, tu parles aussi beaucoup des alloparents, dont on a expliqué un peu le concept tout à l'heure. T'expliques que la capacité à reconnaître et à prendre soin des bébés ne diminue pas avec l'âge, et tu parles beaucoup des grands-parents et notamment des grands-mères. Dans cette partie-là, ton étude suggère que l'accumulation d'expériences tout au long de la vie peut contrecarrer les effets du vieillissement. Les personnes âgées qui ont élevé plusieurs enfants dans leur vie sont des super alloparents en fait et permettent vraiment d'adapter des bons soins aux nourrissons. Cette idée d'étude, elle est partie de choses qu'on a lues, et puis d'un constat, c'est que dans les études qui s'intéressent à la reconnaissance des émotions quand on vieillit, c'est assez dramatique parce que il y a vraiment un effondrement des capacités d'identification des émotions en vieillissant. Des grands-parents qui s'occupent des petits, c'est assez courant. On s'est dit, est-ce que ces grands-parents, en fait, ils ont plus aucune perception de ces différents contextes émotionnels, et dans ce cas, quels soins ils peuvent apporter au bébé ? Et donc on a fait la même manip, mais avec des personnes jusqu'à 87 ans. Et ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui continuent à être impliquées dans le soin, elles gardent des bonnes capacités. Et ça va toujours avec notre aspect clé de l'expérience, quoi. C'est que quand on garde une expérience, ici dans le soin aux nourrissons, on maintient ses capacités aussi. Donc effectivement, les grands-parents ont tout à fait leur place dans le soin aux nourrissons. Ils ont tout à fait leur place, mais même plus, parce que tu expliques aussi, par exemple, que dans nos sociétés traditionnelles, la présence notamment des grands-mères s'accompagne d'une meilleure survie des enfants, globalement, en termes de chiffres, et que les mères avec un soutien allo-maternel limité, c'est-à-dire qui ont très peu d'aide en dehors de leurs propres soins qu'elles procurent au bébé, sont plus susceptibles d'abandonner leur bébé à la naissance. C'est dans des sociétés traditionnelles, donc c'est anciennes ou qui ont gardé un mode de vie traditionnel. La présence des grands-mères est associée à une meilleure, on appelle ça fitness, donc c'est survie et puis meilleure qualité de vie chez le bébé. Les aspects un peu à nuancer, c'est que souvent dans ces sociétés traditionnelles, les grands-mères en fait elles sont très jeunes, puisque les grands-mères elles peuvent avoir 40 ans. Donc il y a cet aspect-là qui entre en jeu. Il y a aussi des études qui s'intéressent aux différences entre si c'est une grand-mère maternelle ou paternelle. Ça, c'est une étude à laquelle je pense qui a été faite via des registres au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et donc, il disait que la grand-mère paternelle était présente, il y avait plus de compétition pour les ressources. En fait, la belle-mère, pour la maman, elle vient plus pomper des ressources à la maman que la maman de la maman, que la grand-mère maternelle. Donc en fait, il y a plein de dynamiques, c'est des dynamiques super complexes intrafamiliales, d'organisation de la famille qui entrent en jeu pour ces dynamiques-là. C'est assez complexe, mais globalement, l'idée, c'est aussi que quand la maman a du soutien, tout est plus facile, C'est plus du coup de la sociologie et tout ça, on sort un peu. Mais c'est ça qui est intéressant dans ton travail, c'est que il y a plusieurs finalement disciplines qui s'entrecroisent pour comprendre toutes ces dynamiques. En fait, globalement, ce qu'on comprend en lisant ton travail, c'est qu'un enfant, ça s'élève pas seul. Déjà, et que toutes les chances de survie pour qu'un enfant grandisse et devienne adulte, c'est vraiment lié aux soins donnés par plusieurs adultes et qu'il y ait du soutien. Bon, voilà, après on peut penser à la génération dont je pense qu'on a à peu près le même âge, autour d'une 30aine d'années toutes les deux. Et donc moi j'observe mes grands-parents ou quand je les questionne en tout cas sur comment ma grand-mère a élevé tous ses enfants, je me rends compte qu'en fait elle était jamais seule et en fait elle avait du temps pour elle parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'occupaient de cet enfant.
On est beaucoup plus sur une famille nucléaire maintenant. Enfin, les pères sont quand même plus impliqués, donc on n'a pas non plus la maman qui est toute seule à tout gérer en général, mais on a beaucoup moins le côté justement entraide. Enfin, les dictons, il faut un village pour élever un enfant. Ça, dans notre société actuelle, on l'a beaucoup moins parce qu'en général, ça reste vraiment famille très proche, sans beaucoup forcément d'interaction et d'aide avec la famille élargie. Pour revenir à ton travail, toutes ces études-là que tu as menées ont la même conclusion finalement, c'est que l'aptitude à identifier la douleur s'acquiert grâce à l'expérience du soin. Ouais. Plus on prend soin des gens, des bébés en l'occurrence, mais en fait, j'imagine que ça marche pour tout type de personnes, plus on arrive à identifier cette douleur et à donner une réponse adaptée. Ouais. Alors, moi, je me suis intéressée vraiment juste à la partie identifier la douleur. C'est un peu, après, c'est de l'extrapolation de se dire, si on l'identifie, on va avoir la réponse adaptée. Mais oui, c'est ça, c'est que vraiment cette capacité d'identification, elle vient avec l'expérience, qu'elle soit pour une grand-mère ou pour un papa ou pour un petit frère qui fait du babysitting. L'enfant qui pleure au fond du puits, sans qu'on veuille l'entendre, l'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. L'enfant qui pleure avait gardé tous les soleils, tous les étés, goûter l'eau de tous les ruisseaux, voler avec tous les oiseaux. L'enfant qui pleure au fond du puits a rêvé des merveilles. Pour pas l'entendre, moi, je fuis, me bouchant les oreilles. Elle avait des sourires d'eau, des rires fleurs, des rires chauds. Elle avait des larmes de blé quand elle retenait l'été. Elle attendait d'autres moissons, d'autres envols, d'autres saisons qui lui défroisseraient le cœur, qui lui ferait pousser des fleurs. L'enfant qui pleure au fond du puits possédait les nuages, se tressait des nattes de pluie pour ces dimanches sages. Nous avons chacun notre puits où meurt un enfant tendre, nous l'entendons pleurer la nuit sans jamais bien comprendre. Mais nous abandonnons l'enfant, nous faisons 3 pas en avant, on nous décore, on nous dit « Oui, maintenant vous êtes guéri ». Et nous découvrons le bonheur, une étagère pour le cœur. Le vent se calme et les étés recoïncident avec juillet. L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. Oh, s'il vous plaît, murez le puits, je ne veux plus l'entendre. L'enfant qui pleure au fond du puits, par Anne Sylvestre. Dans ton dernier chapitre, on y arrive, tu parles de la corrélation neuronale de la perception de la douleur. Bon, je vais un petit peu expliquer. Tu commences en disant que les pleurs des bébés touchent différentes régions cérébrales qui travaillent ensemble pour appréhender un niveau de détresse. Quel est le rôle de l'empathie émotionnelle là-dedans ? Ça fait partie des réseaux impliqués. Quand on écoute un pleur, on sait qu'il y a déjà, en fait, il y a plusieurs niveaux de traitement de cette information. Il y a un traitement auditif déjà, enfin comme n'importe quel son, et il y a aussi un traitement empathique. Donc dans ce cas-là, il y a une part émotionnelle, elle peut rentrer en résonance avec l'émotion de la personne qu'on écoute. Et puis il y a aussi une part plus cognitive ou de mentalisation, donc c'est se représenter plus intellectuel ce que ressent la personne. Donc ces différentes parts, elles sont impliquées dans la perception des pleurs. Et ça, après, l'implication de ces différents réseaux dans la perception de la détresse chez le nourrisson, ça c'est encore des choses très récentes où il y a peu d'éléments de réponse. C'est ce qui ressort, donc cette activité des aires de l'empathie émotionnelle. Les conclusions un petit peu que tu donnes, c'est que les pleurs sont un signal vocal de communication complexe et pas du tout une alerte très basique. Finalement, il y a beaucoup d'informations dans un pleur. C'est une étude qu'on a fait, on avait des gens dans l'IRM qui écoutaient les pleurs. On les interrogeait à la fois sur les informations statiques et dynamiques, on y revient toujours. Donc le fait de pouvoir reconnaître l'enfant et puis le fait de reconnaître la douleur. Et donc ce qu'on a vu, c'est que le fait de reconnaître son bébé de l'expérience, c'est la même façon de faire, ça implique des aires cérébrales un peu similaires à celles de reconnaître la voix d'un adulte qu'on connaît. En imagerie, c'est toujours des parallèles entre les résultats d'un certain paradigme expérimental et les résultats d'un autre. Et puis on se dit, si ça ressemble, c'est que sûrement ça engage un peu les mêmes fonctions. Et après, on a aussi comparé à des études qui font écouter, donc toujours à des gens dans un IRM, et qui font écouter des cris d'alerte, des gens qui hurlent, ça. Donc vraiment, ça reste quelque chose de vocal, avec des caractéristiques acoustiques qui se ressemblent un petit peu.
Ces études-là, elles montrent vraiment une activité de l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une partie du cerveau qui est vraiment impliquée dans l'aversion, donc le dégoût, le fait de vouloir s'écarter de la situation. Et les cris d'adultes, là, c'est l'amygdale qui est très impliquée. Et dans l'écoute de nos pleurs de bébés par des parents ou des professionnels, on ne retrouve pas du tout l'amygdale. Ça nous dit un peu que les pleurs ne sont pas perçus juste comme un signal désagréable. Nos personnes qui étaient dans l'IRM, c'était des parents ou des professionnels de santé. Donc c'est des gens qui ont l'habitude des pleurs. Pour ces personnes-là, en tout cas, le pleur n'est pas perçu comme quelque chose de désagréable via ce qu'on voit dans leur cerveau. On se dit qu'ils doivent extraire des informations de ce signal, quoi. Donc, c'est pas juste un son, mais ils arrivent à extraire des informations. Tu termines un petit peu ton travail, on arrive à la fin déjà. Donc, il y a une grande place finalement à l'apprentissage et la coopération. Tu termines un petit peu aussi sur l'instinct maternel, on n'en a pas encore parlé, c'est un grand sujet. Dans les croyances qu'on a toutes et tous, il y a cette histoire d'instinct maternel, ça commence un tout petit peu à être mis en question grâce à pas mal d'études sur le genre notamment qui disent que certaines femmes n'ont pas cet instinct, est-ce que c'est vraiment genré ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que toi, de ton point de vue et après toute cette recherche, tu en penses de cet instinct maternel? Effectivement, ça fait vraiment partie des croyances dans la population générale. Et instinct maternel, du coup, ça implique que ça soit inné. Et donc ça, c'est quand même pas mal remis en cause. Bien sûr, le fait de devenir maman, là dans le cas de l'instinct maternel, il y a des bouleversements hormonaux, l'attachement et ces changements hormonaux, ils vont être responsables de l'attachement avec son bébé. Donc il y a évidemment des choses biologiques qui sont en jeu dans l'attachement mère-enfant. Maintenant, ce qui émerge aussi comme connaissance, c'est qu'il y a plein de choses qu'on apprend en étant maman, mais d'ailleurs en étant parent plus largement. Qu'on a envie de véhiculer comme message via les travaux de recherche qu'on a, c'est que dans le cas des pleurs, comprendre et décoder les pleurs, c'est pas inné, c'est pas instinctif, ça vient avec l'expérience. Et ça, on l'a vu de plein de manières différentes, en regardant comment cette reconnaissance, elle arrive dans les premiers jours de vie du bébé à la maternité. C'est pas pile à la naissance qu'on sait tout faire. Cette reconnaissance, elle vient dans les premiers jours de vie. La reconnaissance de la douleur, elle s'acquiert aussi avec l'expérience. Donc tout ça, c'est pas inné, c'est pas instinctif et ça s'apprend. L'idée, c'est aussi de relâcher un peu la pression sociale qu'il y a sur les mamans, puisque si on pense que l'instinct maternel fait tout, dans ce cas-là, ça veut dire que la maman, à la naissance de son enfant, elle sait tout faire. Comprendre pourquoi son bébé pleure, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, ça met une énorme pression, parce que nous, de ce qu'on voit, c'est pas le cas. Donc c'est normal de pas savoir au début. Enfin, c'est normal d'être maladroit ou de pas savoir de quoi le bébé a besoin et d'apprendre petit à petit. L'idée, c'est vraiment de transmettre ces connaissances-là au grand public aussi, de se dire, effectivement, il y a une part de nous, de mammifères, où on va prendre soin de son bébé et on va avoir des choses relativement instinctives, mais d'autres choses, ça va s'apprendre petit à petit. Et ça va s'apprendre d'ailleurs aussi bien si on est le papa ou un autre coparent. Et c'est important ce que tu dis là, parce que quand on parle d'élever des enfants, c'est tout de suite un sujet un peu qui peut être politisé, qui peut être aussi une question de mœurs. Surtout en ce moment, il y a pas mal de débats là-dessus. D'un point de vue scientifique, il y a une grande part d'apprentissage. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs façons d'élever des enfants. Et il peut y avoir plusieurs modèles finalement. Tant qu'on est en contact avec l'enfant, finalement, automatiquement, notre corps va sécréter les bonnes hormones aux bons endroits pour la survie finalement de l'espèce. Tous les êtres humains ont ce qu'il faut pour prendre soin de manière appropriée d'un enfant. C'est accessible à des personnes qui sont liées de différentes manières avec l'enfant, de manière biologique ou non. On a un petit peu balayé l'ensemble de ton sujet. Merci Siloé. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? T'es donc en postdoc, on en parlait en off, hors micro. Ouais. Tu continues à étudier la douleur. Sacré sujet. Est-ce que tu veux parler un tout petit peu là de ce que tu continues à faire aujourd'hui? Je continue à travailler sur la douleur, parce que c'est ma ligne directrice depuis que je me suis lancée dans la recherche. Je continue à travailler sur l'empathie, je suis impliquée dans plusieurs projets, en l'occurrence en ce moment un projet sur l'empathie cross-culturelle, entre cultures. C'est un projet qui est fait à La Réunion pour s'intéresser aux biais raciaux qu'on peut avoir, parce que c'est des choses qui sont connues, ça le fait que on est meilleur pour se représenter de la douleur de quelqu'un de sa propre race que d'une autre race. Donc ça va investiguer ces questions dans un contexte très multiculturel. Notre projet, c'est sur l'empathie chez les professionnels de santé. Donc ça, c'est un peu ce qui me parle aussi du fait de mon parcours de professionnel de santé. Donc ça m'intéresse bien. Et puis aussi des projets plus cliniques sur la compréhension de la douleur chez des populations de patients. En l'occurrence, là, après un AVC, pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes développent des douleurs, pourquoi certaines répondent au traitement et d'autres non. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour l'écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Béguin Télo.